son dynamisme et sa créativité, le groupe de Saint-Évarzec, fondé en 1989, a un patrimoine vestimentaire riche et varié. Influencé par le terroir glazique, son tout proche voisin. À ce sujet, il n'est pas étonnant ni rare de voir porter par le groupe des modes vestimentaires relevant à la fois du pays de la Venne, mais aussi du pays glazique. Le groupe vous propose aujourd'hui des vêtements du quotidien, hommes et femmes, de la mode dite Guichefouenne, la mode du pays de Fouesnant, vers 1850. Quand fardet Saint-Évarzec. Bonjour à tous. Alors, comme annoncé précédemment, nous représentons donc le cercle des Camps Fardet de Saint-Évarzec, situé dans la commune de Saint-Évarzec, proche de Quimper, environ 10 km et 5 km de Fouesnant. Donc, les costumes qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des reconstitutions de costumes du quotidien, donc dits paysans, datant des années 1850. Donc, on vous propose une petite scénographie afin de les mettre en scène, donc notamment avec une scène représentant des lavandières ou encore divers travaux des champs et des faneurs. Pour nos reconstitutions, nous avons effectué différentes recherches et nous avons donc recoupé plusieurs sources, à savoir donc, les archives du musée départemental breton, différentes photographies et peintures datant de cette époque, ou encore des inventaires après décès, et notamment aussi des ouvrages parlant du monde paysan. Pour notre reconstitution et au fur et à mesure de nos recherches, nous avons constaté donc, que le bleu était une couleur largement utilisée et c'était une couleur qui était très souvent portée et majoritairement portée à Saint-Évarzec. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment une très grande majorité de bleu pour le coup. Les hommes de Saint-Évarzec le portaient également. Donc avec ces différentes recherches, voilà, on constate des couleurs qui reviennent, donc les bruns également, évoquant une certaine rusticité liée au travail justement dans les champs. Excusez-moi. Donc le noir, comme vous voyez, est très très peu porté. En fait, le noir, on le doit à l'apparition, à l'évolution de l'industrialisation notamment. Il était très peu répandu avant ces années-là. Et du fait justement que l'industrialisation soit arrivée, ça apporte de nouvelles techniques pour faire tenir le noir. Et la bande de velours noir est apparue dans les années à peu près 1860 et c'est vraiment répandu par la suite pour être majoritaire sur les costumes. Donc, concernant le costume féminin, donc nous avons un costume dont la coupe s'apparente à celle des costumes de cérémonie. Les éléments qui le composent sont également les mêmes, à savoir une jupe, un tablier, un gilet et un corselet. On porte également un élément caractéristique du costume de la Venne, à savoir le col, donc que je porte moi-même et que les trois quarts des filles portent aussi, et un col qui est vraiment très peu amidonné, voire pas du tout, qui est adapté tout simplement à un usage quotidien. Et en plus de ça, on a également une coiffe qui est ici posée sur divers bonnets et rubans de cheveux. Donc on peut constater ici, donc nous avons un premier ruban, le bonnet, et ensuite un deuxième ruban de cheveux qui viennent tout simplement emprisonner la chevelure. La coiffe est ensuite fixée sur ces rubans et le tout est attaché au niveau du menton à l'aide de mentonnières. Concernant le costume des hommes, nous avons choisi donc, de représenter des hommes en bragoubraz. Donc un bragoubraz, c'est une culotte bouffante qui était portée essentiellement à l'ouest de la Venne. Le bragoubert, quant à lui, était porté à l'est de la Venne. Et nous avons également choisi de représenter des hommes avec un pantalon à pont. Donc le fameux pantalon à pont, pour lequel on a fait beaucoup de recherches aussi pour pouvoir le reconstituer. Donc ces costumes sont agrémentés d'une ceinture de flanelle, que vous pouvez voir juste ici, ou alors d'un gouris, orné de quelques éléments en laiton. Ils portent également, de même que les femmes, une chemise en lin ou en chanvre, et là ils portent un gilet de couleur bleue. Donc ces costumes sont très peu ornementés. Donc pour les femmes, le corselet propose tout simplement des œillets qui sont brodés.
Donc les œillets brodés servent tout simplement à apporter une certaine rigidité et sont adaptés à un usage très fréquent, parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est lacé avec comment dire, un petit ruban ou tout simplement un lacet, hein, et on vient vraiment bien tirer dessus, donc on a besoin d'avoir cette rigidité. Et le costume des hommes, pareil, aucune ornementation. Ça répond vraiment à un aspect pratique du costume et non à un aspect de représentation. On n'est pas là pour étaler, comment dire, notre richesse, hein, tout simplement. On est dans les champs, donc on n'a pas besoin de toutes ces ornementations. Pour effectuer ces costumes, du coup, on s'est attardé à utiliser vraiment des techniques traditionnelles, notamment pour la réalisation de nos cols plissés, ou encore par rapport aux fronces de nos jupes, hein, qui sont entièrement réalisées à la main. Enfin, pour conclure, on peut préciser que l'industrialisation a apporté vraiment beaucoup d'évolutions, tant au niveau des costumes que des matières et des matériaux utilisés, mais aussi au niveau des techniques de broderie, hein, notamment pour les coiffes. Hein, ce qui nous amène à la question suivante, l'évolution de la broderie au niveau de nos coiffes de cérémonie. Merci beaucoup pour cette première partie de présentation. Place donc à la réponse à la question posée au préalable. Nous allons poser la question sur l'évolution des broderies sur nos coiffes de cérémonie. Et d'abord, qu'est-ce qu'une coiffe de cérémonie? C'est une coiffe que l'on porte dans des moments très particuliers, comme la communion, le mariage ou les fêtes religieuses, les pardons, les fêtes votives. La coiffe de cérémonie ressemble par sa forme à celle du quotidien. Seulement, pour la réaliser, on utilise des matériaux beaucoup plus nobles, comme le linon, le tulle, le filet. Et on l'ornemente de dentelle et de broderie. Dentelle et broderie, ce sont deux techniques différentes. Pour la dentelle, on réalise un réseau avec du fil et des outils, comme des fuseaux ou des navettes. Alors que la broderie est réalisée sur un support textile, on trace et on remplit un motif à l'aide d'une aiguille et de fil, voire avec un crochet. Saint-Évarzec est une commune de la Veine, seulement elle a connu deux modes vestimentaires. Étant limitrophe de Quimper, on a également la mode glazique jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et les femmes qui portaient le costume glazique portaient la coiffe banlédaine. J'y reviendrai plus tard. Au milieu du XIXe siècle, nos coiffes de cérémonie de la Veine, dont celle de Fouesnant, qui existe depuis 1828, sont sobres. Certainement à cause des matériaux dont la disponibilité était vraiment moindre, ou aussi à leur coût. Par contre, dans cette période, on est dans la révolution industrielle, et ça marquera beaucoup le monde du textile, enfin l'industrie textile. En 1802, on invente le premier métier à tulle mécanique. En 1808, c'est le tulle bobine. C'est un tulle très fin, à maille hexagonale, très facile à broder. Dans les années 1830, c'est le procédé Jacquard qui est adapté au métier à tulle pour créer les premières dentelles mécaniques par reproduction des fuseaux, du travail du fuseau. À partir de 1850, le tulle mécanique devenant beaucoup moins cher, il est adopté par une partie de la classe rurale qui s'en empare pour fabriquer ces coiffes de cérémonie. Ainsi, on utilise le tulle seul ou associé à du linon ou alors de la mousseline. Le tulle est brodé de petits motifs floraux en semis à l'aide de points de bourdon et de reprises. À partir de 1900, la coiffe a vraiment beaucoup évolué puisqu'elle est devenue très petite. Elle est au minimal de sa taille et les ailes ne font pas plus de 3 cm. La broderie sur tulle est toujours utilisée. On appelle d'ailleurs maintenant la dentelle bretonne. Par contre, elle évolue beaucoup vers plus de découpe autour des motifs et la technique s'appellera le point découpé. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les années folles et le mouvement Art déco qui prône la pureté des formes et se veut décoratif et géométrique. On utilise toujours le tulle brodé, découpé avec de la dentelle mécanique, mais arrive un support qui est
le filet noué. Le filet noué était déjà utilisé à la fin du 19e siècle dans d'autres terroirs. Là, on le réalise parce qu'en fait, on peut, avec ce filet noué, faire des motifs art déco qui sont beaucoup plus géométriques que celles, par exemple, de 1900. Donc, on réalise un réseau de mailles carrées avec du fil, une navette et un moule. Une fois le filet réalisé, on le met sur métier et on le brode de motifs géométriques et floraux. À la même époque, arrive aussi sur le marché le tulle à mailles carrées qui viendra concurrencer le filet noué pour ses motifs art déco. C'est une mode qui ne restera pas très longtemps, puisqu'à partir de 1930 et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, la coiffe de Fouesnant, enfin les coiffes de Lavenne en général et celles de Fouesnant, augmentent en hauteur et en largeur, puisque les ailes feront à la fin vers 15 cm de large. Le filet noué est abandonné et on retourne au tulle à maille hexagonale qui reprend un nouvel essor grâce à une broderie emblématique de notre terroir, c'est la broderie dite Richelieu. On réalise donc d'une broderie de grands motifs floraux avec de la broderie blanche associée à de la dentelle à l'aiguille. Ensuite, on réalise un réseau de fils tendus et d'araignées pour rejoindre les différents motifs déjà brodés. Une fois terminé, on découpe tout le tulle autour des motifs et autour du réseau d'araignées, donnant à la coiffe une impression de dentelle. Ce sera la dernière évolution de la broderie dans notre terroir, puisque les femmes abandonneront petit à petit le port du costume traditionnel, certaines femmes gardant quand même la coiffe jusqu'en les années 1970. Avant de terminer, je voudrais revenir sur la Borlédaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rapidement, alors, s'il vous plaît. Donc la Borlédaine, dans la deuxième partie du 19e siècle, a été brodée également en tulle ou en mousseline, comme les coiffes de Lavenne. Par contre, à partir des années 1890, elle a changé complètement de support, puisque c'est le filet noué qui a été utilisé. Et ça, jusqu'à sa disparition dans les années 1970. Le filet noué était très en vogue à l'époque au niveau de la France. Et c'est pour ça, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup ils ont changé de support, mais c'est arrivé au même moment où le filet noué est devenu très en vogue en France. Voilà, donc ça c'est une coiffe 1895, brodée sur filet. Ici, c'est des applications de tulle brodé sur un filet à maille hexagonale, diagonale un peu. Et puis là, c'est plutôt des années 30 avec un filet à maille carrée. Donc ce qu'on peut dire de notre recherche, c'est que le tulle mécanique, l'invention du tulle mécanique a profondément marqué nos broderies dans les coiffes de Lavenne, et toujours dans l'idée que les femmes soient de plus en plus à la mode, au moins du moins la suivent, mais toujours en respectant quand même leur statut social. Merci beaucoup pour toutes ces explications riches et variées. Nous passons donc à la dernière partie de votre présentation avec un entretien avec le jury. Alors, sur les silhouettes que vous nous présentez au niveau des femmes, il y a des femmes en gilet, il y a des femmes en chemise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Est-ce que c'est porté tout le temps l'un ou l'autre, ou est-ce que il y a une circonstance particulière? Alors effectivement, au cours de nos recherches, on a pu s'apercevoir que les femmes pouvaient porter simplement la chemise. Effectivement, sous les gilets, sous les corselets, toutes les femmes portent des chemises. Effectivement, pour les travaux des champs, on a pu s'apercevoir que certaines abandonnaient le gilet, aussi parce qu'il faut savoir que c'est en drap et que c'est très épais, donc avec la chaleur, etc. Les femmes ne portent pas en fait le gilet. Effectivement, on a aussi pu s'apercevoir que dans les représentations, même dans nos recherches, que pour des travaux quotidiens, la femme pouvait également abandonner le gilet pour simplement porter la chemise, mais tout en gardant quand même le corselet, puisque ça permettait le maintien, effectivement, du quotidien. Ok, très bien. Excusez-moi.
Bon, comme dit, je suis alsacienne, donc je ne connais pas les costumes bretons, mais je vais poser du coup une question de touriste de base qui se poserait une question en vous voyant. Vous avez des tabliers assez proches. Est-ce que c'est un choix de votre part pour la mise en scène? Et j'avais encore jamais vu des tabliers avec des plis plats qui vont tous dans le même sens. Est-ce que là, il y a des sources aussi? Voilà. Oui. Alors, concernant les tabliers, donc, comme on l'a expliqué dans le dossier costume, effectivement, il y avait plusieurs couleurs, sauf que nous, dans nos recherches, quand on a voulu créer, en tout cas confectionner les tabliers, on n'a pas réussi en fait à trouver différentes couleurs pour les tabliers. Donc effectivement, il pouvait exister en marron, en bleu un peu plus clair, mais nous, pendant nos recherches, on n'a pas trouvé. C'est pour ça que on a fait le choix au final de porter une unité de couleurs parce que on n'a pas trouvé ce qui nous convenait en tout cas et qui se rapprochait le plus au final de ce qui se faisait à l'époque. Ouais. Et concernant les plis, donc effectivement, vers les années 1850, même jusqu'en 1900-1910, effectivement, le tablier était plié. C'était des plis qui étaient faits au niveau, sur le haut du tablier. Et par la suite, les fronts sont apparus. Oui, effectivement, oui, c'est dans le même sens. Oui. Là, on voit que vous êtes pieds nus aujourd'hui pour la présentation. Est-ce qu'il y avait différents types de chaussons possibles? Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Alors, pour nos recherches, effectivement, en tout cas, concernant le port des chaussures, à cette époque-là, en tout cas au niveau du monde paysan, ils n'en portaient pas. C'est vrai que pour les travaux des champs, ils se déplaçaient souvent soit pieds nus, soit effectivement avec des sabots. On n'a pas trouvé de chaussures, enfin en tout cas pour le vêtement du quotidien, qui portait spécifiquement des chaussures. Et à cette époque-là, je ne suis pas sûre. Enfin, on suppose en tout cas que ça n'existait pas, en tout cas pas aussi moderne. Eh bien, je crois que le jury a eu ce qu'il voulait. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Cercle Kongfartet, Santevarzek, du pays de la Venne. Merci à vous.